Merci beaucoup Caroline pour cette aimable présentation. Alors avant de commencer, j'affiche le plan de mon exposé sur l'écran. Alors, je dois tout d'abord adresser mes remerciements très chaleureux à l'Institut d'études anciennes et médiévales de l'Université Laval pour leur accueil qui m'a fait me sentir ici comme chez moi. En premier lieu au professeur Jean-Marc Narbonne qui me fait l'amabilité d'être présent ici, à Alexis Grelier et à Gaël Riwal, ancien et actuel coordinateur à l'Institut. Et enfin, je souhaiterais dédier la conférence d'aujourd'hui à la mémoire de quelqu'un qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui pour venir m'écouter. C'est le professeur Paul-Hubert Poirier, professeur émérite ici même et membre de l'Institut de France. Paul-Hubert Poirier, j'ai eu l'occasion, le bonheur de le rencontrer 2 fois. À chaque fois, il m'a frappé par non seulement l'étendue de ses connaissances, mais également de sa gentillesse et de son humilité. Et donc, j'aimerais avoir une pensée pour lui aujourd'hui. Je suis certain que vous regrettez beaucoup sa disparition, mais sachez qu'ailleurs dans le monde, et notamment en France, nous la regrettons aussi très vivement. Alors, l'exposé aujourd'hui, donc, tout d'abord, je vais donner quelques éléments sur l'oralité dans le monde grec. Le monde grec, c'est une civilisation, bien sûr, où la forme écrite ne s'est imposée que très progressivement, du fait de l'imitation technologique que l'on sait, et aussi de la non-alphabétisation d'une grande partie de la population. Et cette oralité prend un certain nombre d'aspects. Tout d'abord, on peut penser aux poèmes homériques, bien sûr, des poèmes dont on s'est demandé dans quelle mesure exactement ils étaient nés en contexte oral, dans la récitation, à travers la récitation des Aèdes. Comme vous le savez peut-être, dans la première moitié du XXe siècle, Milman Parry a comparé les poèmes homériques et la récurrence de certaines formules telles que l'aurore aux doigts de rose à la pratique des bardes yougoslaves. Et donc, c'est le principal centre de débat sur l'oralité dans le monde grec, c'est de savoir dans quelle mesure les poèmes homériques sont des documents écrits ou des documents oraux nés de la récitation des Aèdes. On peut penser également aux œuvres des orateurs, selon la tripartition bien connue entre la rhétorique judiciaire, délibérative et épidictique ou d'apparat. Les œuvres des rhéteurs sont généralement des discours qui ont réellement été prononcés publiquement. Dans cette mesure, ce sont des documents oraux, mais d'une oralité bien sûr très préparée à l'avance, très fortement travaillée et de toute évidence bien distincte de l'emploi habituel de la langue. On peut également mentionner pour mémoire la pratique de la lecture publique des œuvres. C'est l'œuvre d'Hérodote notamment qui, selon certains témoignages anciens, aurait été publiée d'une certaine manière directement à l'oral à travers des lectures publiques. Évidemment aussi les pièces de théâtre qui sont des documents oraux par définition. Et enfin, pour passer à la philosophie, le cas de l'oralité idéalisée entre gentilshommes, intellectuels, amoureux des lettres, qu'on trouve dans les dialogues de Platon. Une oralité donc, dont on peut se demander dans quelle mesure elle est vraiment orale, vraiment conforme à la pratique réelle de la langue. Bien plutôt, il s'agit tout de même de documents littéraires, des imitations de discussions. Et enfin, quelque chose qui nous a largement... qui a largement disparu pour nous aujourd'hui, sont les leçons données par certains spécialistes, comme les sophistes et les philosophes, par opposition à des traités rédigés en vue de la publication. On a pu dire à cet égard que tous les textes classiques, d'une manière ou d'une autre, sont oraux, puisqu'ils étaient pensés justement pour être proférés, pour être dits. D'un autre côté, l'inverse est vrai également, puisque un texte, et nous n'avons que des textes, le texte est par définition écrit, et bien entendu, nous n'avons aucun enregistrement audio antique. Et donc, il faut envisager, si vous voulez, l'oralité comme partagée entre 2 pôles, en quelque sorte, dont aucun n'existe réellement. Le premier pôle, ce serait quelqu'un qui serait cloîtré dans une pièce
pendant des années, qui ne parlerait jamais à personne, qui composerait ses œuvres seulement d'un point de vue écrit, qui travaillerait et retravaillerait sans cesse son texte. Et de l'autre, à l'autre extrême, ça serait quelqu'un qui n'aurait jamais rien lu et jamais rien écrit et qui se contenterait d'employer la langue grecque uniquement, dont l'expérience de la langue grecque consisterait uniquement en conversation orale. Mais ces deux pôles donc n'existent pas, il y a toujours un mélange. Et donc il y a une oralité de l'écrit qui relève des cas que je viens de détailler, mais à un niveau plus fondamental aussi, il y a une oralité dans la mesure où la composition écrite passe par une étape de dictée intérieure qui est tout simplement la pensée. Inversement aussi, il y a, si vous me passez l'expression, une certaine scripturalité de l'oral, d'une part dans la mesure où cette oralité peut être partiellement factice ou apprêtée, comme j'ai dit, et d'autre part, et plus généralement, parce que de toute façon, ces discours sont passés ensuite, ont subi les aléas de la transmission manuscrite. Dans ce qui suit, je parlerai de texte oral. Ne vous étonnez pas de l'expression qui est assez paradoxale, évidemment, texte oral. Je l'emploie par commodité, simplement pour désigner un texte, ce que nous avons aujourd'hui, un texte issu d'une situation originelle d'oralité. Alors, je passe à présent au Magna Moralia. Il y a dans le Corpus Aristotelicum 3 ou même 4, mais j'accepte le petit traité des vertus et des vices, textes éthiques. Les trois principaux sont par ordre décroissant de célébrité, l'éthique dite à Nicomaque en français, l'éthique à Eudème, et enfin la grande éthique ou grande morale ou Magna Moralia en version latine. Alors, je m'intéresserai donc au troisième de ces textes. De façon à la fois assez compréhensible et incompréhensible, les Magna Moralia n'ont que très peu retenu l'attention de la recherche moderne. C'est compréhensible dans la mesure où, de toute évidence, les Magna Moralia sont un texte pas très bien, très nettement de moindre profondeur que les deux autres éthiques, également de moindre portée. De toute façon, c'est un texte plus court, comme son nom ne l'indique pas, si j'ose dire. Donc de ce point de vue-là, si on est un aristotélisant, on se dit je vais travailler sur l'éthique à Nicomaque, et puis c'est tout, ça suffit largement, puisque les Magna Moralia, essentiellement, constituent des redites des deux autres textes. D'un autre côté, c'est un peu incompréhensible, parce qu'on parle tout de même de textes d'Aristote, c'est important, un des plus grands philosophes de l'histoire. L'existence même de cette énigme, trois recensions d'une même éthique, c'est quand même très étonnant, il faudrait quand même donner une explication correcte de cela. Et enfin, donc voilà, les Magna Moralia pourraient justement nous être particulièrement utiles pour résoudre la question de la transmission de l'éthique aristotélicienne. Et d'ailleurs, sans développer, justement, le principal sujet de controverse à propos de ce texte, c'est l'opposition dans la recherche entre Hans von Arnim et Werner Jaeger, deux savants allemands, qui, le premier, a soutenu que les Magna Moralia étaient un cours du jeune Aristote, authentiquement aristotélicien, mais du jeune Aristote, mais qui aurait été édité postérieurement, ceci pour expliquer un certain nombre de particularités, par un éditeur. Alors que Werner Jaeger, lui, a répondu très durement, enfin l'échange a été très dur entre les deux, pour dire que non, les Magna Moralia ne sont pas d'Aristote, ils sont postérieurs. Mais en tout cas, le traité est très peu travaillé, voilà, je parle ici, non pas pour représenter, mais en tant que membre d'un groupe de travail qui, à la Sorbonne, au Centre Léon Robin, sous la direction du professeur Marwan Rached, travaille sur ce texte, le traduit, le commente et va tenter, si possible, d'en faire une réédition. Alors déjà, les anciens, en fait, accordaient assez peu de valeur à ce texte. Nous n'avons que très peu de témoignages anciens ou de citations. Le premier de ces témoignages anciens, vous l'avez à l'écran, c'est un fragment d'Atticus, le philosophe médio-platonicien, 2e siècle après Jésus-Christ. Je lis ce texte rapidement. En tout cas, les traités d'Aristote sur ces sujets, c'est-à-dire sur la vertu et les affaires humaines, les eudémiens, nicomachéens et ceux intitulés Grande Morale, leur pensée sur la vertu est quelque chose de petit, de bas et de vulgaire, tout juste ce que pourrait penser un amateur, un inculte, un gamin, une femme. Voilà, c'est très, très sympathique pour certains publics, comme vous pouvez le voir.
Le deuxième texte est intéressant parce qu'il témoigne d'une sorte de projection rétrospective. Enfin, c'est comme si l'auteur avait voulu reconstituer l'histoire de ces titres, de ces textes, mais sans y parvenir, en aboutissant à quelque chose qui n'a pas vraiment de sens. C'est un texte du pseudo-Elias ou pseudo-David, édité par Leendert Westerink. Ce texte est le suivant. « Car Aristote a écrit des morales nicomachéennes, grandes et petites. Il faut en effet savoir qu'Aristote a eu à la fois pour père un Nicomaque et pour fils un Nicomaque, ça c'est vrai, et il a écrit pour tous les deux des traités moraux. Il a intitulé celui pour son père grand Nicomachéen et celui pour son fils petit. » Donc l'auteur, si vous voulez, a mélangé deux fils qui sont d'une part l'opposition entre une morale nicomachéenne et eudémienne. Alors la morale eudémienne là ne figure pas, mais si vous... Enfin, les choses fonctionnent en binôme. Si vous parlez de l'éthique à Nicomaque, vous pensez aussi à l'éthique à Eudème. Et d'autre part, l'opposition entre grand et petit. Mais en fait, nous n'avons pas de petite morale. Vous avez juste la grande morale. Mais l'auteur s'est dit, bon, bah, s'il y a une grande morale, il doit y avoir une petite morale. Donc il a essayé de recalibrer les choses, de réagencer les choses de façon à arriver à un sens, mais je ne crois pas qu'il y soit parvenu. Donc, préalable méthodologique à mon exposé, dont le corps commence à présent. Je vais faire passer des vignettes. Sur ces vignettes, vous avez le texte grec au milieu. En haut, une traduction personnelle que j'ai voulu le plus possible proche de la syntaxe et du lexique du grec, au point d'aboutir à des choses assez horribles en français, mais je soutiens que justement, en grec, c'est également très, très rude, très brute. Et en bas, je vous ai copié pour que vous puissiez comparer à une traduction française de référence, celle de Catherine Dalimier, chez Arléa. Je ne lirai pas cette traduction, je vous laisse, c'est pour référence si vous voulez. Je tiens à préciser pour commencer que mon objectif n'est aucunement de faire deux choses, c'est-à-dire d'une part de prétendre que ma traduction serait meilleure que celle de Catherine Dalimier, que je trouve excellente. Simplement, en fait, il faudrait faire deux traductions dans l'idéal de ce texte. Une pour donner le bon sens en français, les concepts, présenter clairement ce qu'il veut dire, le plus clairement possible, au prix de légers réagencements dans le grec. Et l'autre qui tendrait à rendre l'oralité du texte dans toute sa brutalité. Mais donc voilà, il n'y a pas de traduction meilleure et mauvaise de ce point de vue-là. Mon but n'est pas non plus de me moquer de l'auteur en disant « regardez comme il écrit mal, il dit n'importe quoi, il ne sait pas parler ». Si vous devez retenir avant tout quelque chose de cette conférence, c'est qu'il ne s'agit pas de toute façon d'un texte mal écrit. Selon moi, il s'agit d'un texte parlé. Et ni bien ni mal parlé, parce qu'en fait, quand on parle selon la forme de sa propre pensée, la façon dont on s'exprime naturellement. Ça n'est ni bien ni mal, c'est simplement un emploi de la langue. Mais en tout cas, il ne s'agit pas d'une composition écrite, mais de la prise au vol de paroles prononcées donc par la bouche. Et alors, un simple test, si vous voulez bien, face aux exemples que je vais apporter, demandez-vous s'il est vraiment concevable que quelqu'un ait volontairement assis à l'équivalent antique d'un bureau, écrit les phrases que vous verrez. Ou est-ce qu'au contraire, il vaut mieux considérer que ces phrases ont été dites avec toutes les inexactitudes et les problèmes que ça engendre. Et pour ça, je vous invite aussi, pour ceux qui pourront rester un peu ou poser des questions à la fin, à noter le numéro en haut à gauche de la diapositive pour pouvoir y revenir. Alors, je commence par des exemples de syntaxe hasardeuse, si vous voulez, des anacolutes. Un premier exemple est celui-ci. Je le lis. Et à propos de la justice, il resterait à dire ce qu'elle est, en qui et relative à quoi. Premièrement donc, si nous saisissions ce qu'est le juste, double assurément est le juste, dont le premier est conforme à la loi. Un certain nombre de choses qui sont remarquables ici. Bon, d'abord, la séquence un peu sèche, ce qu'elle est, en qui et relative à quoi, mais ça encore, c'est une expression simplement concise et pas incorrecte à l'écrit.
Donc ça ne prouverait rien. Mais après, vous avez cette phrase qui commence sur le mode de ce qu'on appelle en grec l'optatif, l'aboimen, donc le mode de l'hypothèse, et qui continue dans la proposition principale par un estin, un indicatif très, très net, en plus renforcé par la particule des, affirmative. Donc l'auteur, si vous voulez, commence par une hypothèse et continue par une affirmation pure et simple. Vous remarquez aussi que finalement, cette hypothèse, si nous saisissions ce qu'est le juste, elle est totalement dispensable en fait. Il aurait très bien pu dire, premièrement donc, double assurément et le juste. Ce que vous pouvez également remarquer, c'est que grammaticalement, le singulier diton, certes collectif, est repris par le pronom personnel, relatif, pardon, ron au pluriel. Donc il y a des phénomènes qui sont de l'ordre de l'accord ad sensum, finalement, qui sont assez remarquables. Deuxième exemple de la tendance juxtapositive de l'œuvre. Je lis le texte. Eh bien, celles qui sont avec la raison, ce sont complètement des vertus, elles deviennent louables par surcroît. Ainsi, cette vertu naturelle-là, celle sans raison, séparée de la raison d'une part, elle est négligeable et reste en deçà de l'éloge, tandis que si à la raison et au choix elle est ajoutée, elle rend la vertu parfaite. Et qu'il y a un certain nombre de phénomènes qui se passent ici. La syntaxe est très ambiguë. On ne sait pas très bien ce qui est sujet, ce qui est prédicat. Dans la première phrase, le mot aretai, par exemple, pourrait être l'un et l'autre, voire les deux en même temps. Voir la traduction de Dalimier, par exemple, qui répète le mot, en fait, alors qu'il y a une seule occurrence dans le grec. On ne sait pas très bien sur quoi porte l'adverbe téléos, si c'est sur ce qui vient avant ou bien après. On ne voit pas très bien le rapport entre les participes ou leurs valeurs circonstancielles. On remarque aussi dans la deuxième phrase maintenant que le prédicat dans la première partie de l'opposition, il est à la fois composé d'un adjectif mikra et d'un participe apoleipoméné. Et que, alors que l'opposition partait sur un participe, chorizomene men, séparé de la raison d'une part, elle continue avec le D qui marque la seconde partie de l'alternative, par le complément du participe, qui lui est rejeté à la fin. Une chose que vous remarquez aussi, c'est que, et ça c'est très récurrent dans l'œuvre, c'est la tendance à la construction par ajout, si vous voulez, par ajout de petites briques grammaticales et un refus général d'enclaver. Vous savez, en grec, l'enclave, c'est quand vous avez l'article d'abord, ensuite un certain nombre de compléments et enfin le substantif support de l'ensemble. Bien plus tôt, l'auteur des Magna Moralia va donner article et substantif et va rajouter le complément après. Là, vous avez par exemple he physike arrêté, rote he anologu, où il semble avoir voulu se préciser en fait. Mais en fait, il donne le nom et dans un second temps seulement, il se précise lui-même. Il précise ce qu'il veut dire. Il y a beaucoup de cas qui pourraient être décrits, mais il manquera un peu de temps, malheureusement. Je passe à un deuxième trait qui est absolument frappant, c'est le caractère dialogique de l'œuvre, qui est très très net. Vous avez de nombreuses questions qui sont posées dans ce texte, des questions que l'auteur semble se poser à lui-même, ou peut-être poser à la salle, ou peut-être que c'est la salle qui lui pose ces questions. Et donc vous avez ce premier exemple. Mais puisqu'on a dit au sujet des vertus, et quelles elles sont, et en qui, et relative à quoi, et à propos de chacune, que si nous agissions selon la raison droite, c'est le mieux, vous voyez quand même la brutalité du propos, s'exprimer ainsi, agir selon la raison droite, c'est semblable à si l'on disait,
que la santé se produirait au mieux si l'on se procurait les choses saines. Pour sûr, cela n'est pas clair. Et tu me diras, clarifie quelles sont les choses saines. De même aussi pour la raison. Qu'est-ce que la raison et quoi la raison droite? Donc voilà, j'ai essayé de calquer le plus possible le caractère brut de la syntaxe du grec. Et vous voyez beaucoup de choses très, très intéressantes. Ici, le fait que, par exemple, le verbe eiretai, le premier verbe qui intervient dans ce texte, a deux compléments. Le premier, c'est une série d'interrogatifs indirects, tines eisin kai entisin kai peripoia, et qu'ensuite, il y a un deuxième complément qui est une complétive, roti ei pratoimen, etc. C'est déjà surprenant. Vous avez le verbe être qui n'a pas été exprimé avant tobeltiston. Je l'ai traduit parce qu'on ne peut pas faire autrement en français. C'est le mieux, mais en fait, le grec, à la limite, c'est si nous agissions selon la raison droite, le mieux. Bon, ça n'est pas, bien sûr, incorrect en soi. Il arrive très souvent que le verbe être soit sous-entendu dans les meilleurs textes écrits, mais c'est tout de même remarquablement une façon peu claire de s'exprimer. Vous constatez qu'il y a des redondances, en fait. Tomen ruto seipein, to kata ortonlogen pratein, où le second groupe, la seconde expression, précise en fait ce qui vient d'être dit. S'exprimer ainsi, agir selon la raison droite. En fait, il aurait pu se passer de l'un ou de l'autre. Il semble avoir voulu, là encore, se préciser dans un contexte de locution orale en direct, si j'ose dire. Il commence par une idée et ensuite il la précise. Vous avez ce remarquable et extrêmement maladroit Homoion estin osper an eitis eipoi. Je l'ai calqué en français. C'est semblable à si l'on disait que. Mais en fait, on peut très bien se passer de l'un ou de l'autre. On peut dire c'est semblable au fait que, ou c'est comme si l'on disait que, mais il a dit la même chose deux fois finalement. Vous avez la coordination avec la particule dei, to dei toyuton asaphes. Dans les textes classiques, normalement, dei n'est pas censé être coordonnant, une particule de coordination. Moi, vous savez, je viens des lettres classiques, j'ai fait un peu de thème grec. Si vous faites ça dans un thème grec, on va vous mettre des points en moins parce que c'est pas correct, c'est pas du bon grec, c'est pas du grec classique. Mais à l'oral, ça passe très bien. Et donc, vous avez aussi là cette question, clarifie quelles sont les choses saines, qui est introduite sans même avoir daigné utiliser la particule complétive roti ou hos. Mais, et tu me diras, clarifie quelles sont les choses saines. Donc un appel à un interlocuteur. Est-il fictif, est-il véritable? Ça, je ne peux pas le dire. Les questions rhétoriques sont très nombreuses dans ce texte. Voici un exemple. Il y a encore difficulté sur ce genre de choses. Est-ce que le sage sera ami du méchant ou non? Car l'amitié consiste en confiance et sécurité, alors que le méchant est très peu tel. Et le méchant du méchant? Ou bien pas cela non plus, pas non plus cela. Tout d'abord donc, il faudrait définir, à propos de l'amitié, laquelle on examine, car croit-on, il y a amitié aussi bien envers Dieu qu'envers les inanimés, incorrect. Syntaxe à nouveau très, très brutale. Alors ici, ce qui est très intéressant, c'est l'occurrence de « est » ou. Voilà, vous voyez, on peut difficilement faire plus court comme phrase, ou pas, littéralement. C'est très récurrent dans les Magna Moralia, vous avez plusieurs occurrences, et on peut souvent se demander si ce « est » ou est une disjonction, c'est-à-dire est-ce que X ou bien pas X, et donc la question serait ouverte, est-ce que oui ou non, ou bien si, et c'est plutôt le cas ici en fait, de ce point de vue-là il faudra changer la traduction, si est ou, comme c'est tout à fait possible, introduit une réponse négative. Et alors il faudra traduire, est-ce que le sage sera ami du méchant? Non, tout simplement. Mais c'est tout à fait récurrent. Et là, dans le même texte, vous avez une variante un peu plus loin, est ou des tuto, ou bien pas non plus cela.
mais c'est la même chose. Vous constatez que l'adjectif toyutos, qui est traduit en français par tel, renverrait plutôt aux adjectifs fiables et sûrs qui seraient de même statut grammatical, mais en fait là, ce toyutos adjectif reprend en pistei kai baioteti, qui sont des substantifs. Donc il y a des décalages aussi syntaxiques de ce genre-là. Vous constatez que, en fait, il y a deux questions. Hein. Est-ce que le sage sera ami du méchant, et un peu plus loin, et le méchant du méchant? Et le méchant du méchant, en fait, il faut suppléer. Hein. Et est-ce que le méchant sera ami du méchant? Mais simplement, il a branché, si vous voulez, la deuxième interrogation sur le même plan que la première, alors qu'il y a une réponse qui intervient entre les deux. Mais dans un contexte d'oralité, avec les bons gestes qui sont posés, avec une certaine inflexion de voix, ça peut passer, bien sûr. Mais voilà, encore une fois, demandez-vous si quelqu'un peut écrire ça, peut se mettre à sa chaise et écrire une chose pareille. À mon avis, ça n'est pas possible. Vous remarquez d'autres choses aussi pour les spécialistes. Dioristeon anaie, par exemple, vous avez l'adjectif verbal plus le verbe eimi qui est exprimé, qui là est un peu quelque chose d'un peu redondant. C'est extrêmement fréquent dans les Magna Moralia, cette structure d'adjectif verbal plus eimi exprimé. Et enfin, le texte se conclut sur un oukortos incorrect, complètement insyndétique, aucune liaison, c'est posé là comme cela. Alors, je vais passer ceci, qui est beaucoup trop long, bien sûr. Je passe maintenant à un deuxième chef, la dimension de l'expression. Tout d'abord, les expressions vagues et incertaines. Là, il est assez raisonnable, enfin, il est logique en fait et on le constate tous les jours, que la langue orale soit très vague. Vous savez, c'est quand on dit ah, ça me convient, c'est sûr, ou on emploie en particulier le pronom cela. C'est normal, c'est tout à fait naturel, et on ne précise pas, on ne va pas dire la situation ne me convient pas ou son comportement m'est désagréable, on va dire ça, c'est désagréable. Voilà. Et là, vous en avez un petit exemple que je lis simplement comme cela, c'est une phrase extrêmement vague. Puis donc que le juste est en cela et ce qui a été dit plus haut, la justice relative à cela doit l'être par la disposition, possédant une impulsion accompagnée de choix, relative à cela et en cela. Vous avez 4 occurrences de routos, tuto, en l'occurrence au neutre, dans ce petit texte qui est extrêmement vague, mais qui a en fait le statut d'une récapitulation. Il vient de dire un certain nombre de choses, un développement, et il dit, bah oui, bah voilà, c'est le juste, il est relatif à ce qu'on vient de dire, en fait, à ça. Vous avez ici on emploie adverbial hoion, l'ego de hoion, je veux dire en somme, je veux dire somme toute, qui est très fréquent, là encore dans les Magna Moralia, et qui sert à l'auteur à se préciser, à préciser son propos dans un contexte, là encore, de profération orale. Je lis très rapidement. Et est-ce qu'il appartient jamais au juste, dans sa conversation, de rendre à chacun l'égal? Je veux dire en somme, l'ego des hoion, tel qu'est chacun, se rendre pareil pour converser, ou non. Alors, je passe sur celle-là qui est à nouveau beaucoup trop longue. Oui, simplement pour vous dire, donc d'un point de vue statistique, en fait, justement, et c'est très révélateur, les pronoms routos, rote, tuto et toyutos sont surreprésentés dans les Magna Moralia par rapport aux deux autres éthiques, alors que les pronoms autos et surtout ekainos, qui sont plus précis finalement, sont sous-représentés. Ça va dans ce sens-là. Donc je passe directement, voilà, c'est la bonne étiquette, donc à ce texte où vous voyez que des considérations intempestives finalement interrompent le propos et forcent l'auteur à reprendre le fil. Et c'est très naturel à l'oral, et probablement je l'ai déjà fait dans cette conférence même un peu plus tôt. Mais est-ce que, dès lors que l'intempérant
est somme toute tel qu'il peut savoir et ne pas être trompé par la raison, et là vous avez une considération intempestive, et que le sage lui aussi est tel, lui qui contemple chaque chose par la raison droite, est-ce qu'il est possible que le sage soit intempérant ou non? Et encore ce est où. Donc là vous voyez qu'il a parlé de l'intempérant, voilà, il pose une question à propos du comportement de l'intempérant, l'acratès, et il lui revient quelque chose en tête à propos du sage, donc il ajoute une précision sur le sage, mais en fait il s'aperçoit qu'il avait commencé sa phrase en disant « est-ce que » poteron en grec, et donc il le répète. Poteron endeketai, ou peut-être poteron dendeketai dans les manuscrits, je ne sais pas s'il faut conserver ou non le D, poteron dendeketai don phronimon akratai nai, est-ce qu'il est possible que le sage soit intempérant? Ensuite, oui, je passe sur ce point-là. De façon générale, voilà, les transitions sont très sèches dans le traité, mais elles sont assez nombreuses parce que justement il y a un besoin de structurer le propos, d'annoncer le propos, de revenir sur le propos pour que les auditeurs ne soient pas complètement perdus. Voilà, je cesse avec les exemples et je vous donne quelques données statistiques. Vous avez devant vous un tableau de représentation d'occurrence des principales particules grecques. En premier, vous avez le nombre d'occurrences et après, entre parenthèses, vous avez le nombre d'occurrences tous les X mots. Et donc, moins ce dernier chiffre est élevé, plus la particule en question est fréquente. Donc, vous voyez que sont représentées des particules de conclusion, d'organisation du propos dans les Magna Moralia, alla, mais, ara par conséquent, et un donc. Et ça passe très bien à l'oral. Donc l'auteur dit quelque chose et va intéresser son public en disant donc est-ce que ça c'est vrai, donc est-ce qu'on devrait dire autre chose. Et ce qui est surreprésenté également, c'est la particule expressive gay. Et là encore, voilà, en contexte oral, c'est très naturel de s'exprimer de façon affective, de mettre un peu d'affect dans son propos. Gay, ça veut dire certes, bien sûr, évidemment, quelque chose comme ça. Enfin, la traduction peut varier, bien sûr. Ce qui est sous-représenté en revanche, et donc surreprésenté dans les deux autres éthiques, ce sont les particules de structuration du discours complexe, notamment D, la particule qui notamment nous sert au grec à mettre en balance deux choses. En fait, c'est men et D qui sont surreprésentés dans les deux autres éthiques, c'est d'une part, d'autre part. Donc, tendanciellement, l'auteur des Magna Moralia évite ça, il évite de créer des discours complexes en posant, dans le cadre d'une phrase complexe et longue, deux propositions. Et également sous-représenter les particules extrêmement fréquentes, et kai, respectivement, ou bien et. La ponctuation aussi, j'en dis un petit mot. Très simplement, ce que vous pouvez retenir, c'est que les ponctuations fortes, les fins de phrases, point final et point d'interrogation, sont surreprésentées dans les Magna Moralia. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, ça veut dire que les phrases sont plus courtes. Voilà, les phrases tendent à être plus courtes dans les Magna Moralia que dans les deux autres éthiques. Et là aussi, ça va dans le sens d'un discours oral qui va vers la brièveté du propos. Un discours peu complexe, peu riche en subordination. Alors, l'oralité, justement, voilà, en quoi est-ce qu'elle peut consister? En plusieurs choses. Donc, la nécessité de maintenir un flux régulier de discours avec des mots qui souvent dépassent la pensée, qui forcent à des reprises, des précisions, des redites, et donc tout un tas de maladresses. Vous avez une phrase qui souvent est dominée par une idée maîtresse, mais avec des ajouts, des appositions un peu libres. Mais donc voilà, syntaxiquement, ça peut causer souvent de grosses ambiguïtés à l'écrit, mais à l'oral, ça passait certainement très bien avec le jeu de l'intonation et des gestes. Il est évident qu'un discours oral va avoir tendance à être moins structuré qu'un discours écrit,
puisque vous improvisez largement votre propos au fur et à mesure. Vous ne pouvez pas faire de beaux... enfin, c'est difficile de faire de beaux premièrement, deuxièmement, troisièmement, des par conséquent, même si... Enfin voilà, des structurations complexes. Et ça explique aussi le vague du propos, comme j'ai dit. Vous avez donc une pauvreté générale dans la subordination. Vous avez un lexique qui tend à la surutilisation des mots les plus fréquents, en particulier le verbe être, tout simplement, eimi, est surreprésenté également dans les Magna Moralia. Vous voyez, on va juste dire il est, c'est, plutôt que cela consistant ou des formulations un peu diverses, un peu plus complexes. Donc c'est bien plutôt le discours écrit, rédigé, qui va viser à la copia verborum, et ce n'est pas du tout le cas des Magna Moralia. Vous avez effectivement aussi des règles contre-intuitives qui forcent un effort mental, qui sont pas respectées ou pas apparentes. Enfin, il n'y a aucune occurrence du duel dans les Magna Moralia. C'est quand même à noter parce qu'il est présent dans les deux autres éthiques, pas énormément, mais il y a quand même des dizaines d'occurrences. Aucune dans les Magna Moralia. Tazzoa Trekei, l'accord au singulier des sujets neutres pluriels, souvent il y a des infractions. Et donc on a affaire à un discours très affectif, oral très affectif, qui cherche à impliquer celui qui écoute et qui cherche finalement à remobiliser aussi le locuteur lui-même. Et donc vous avez finalement dans ce texte, à mon avis, un profil d'oralité qui est le suivant. Bon, évidemment, c'est un texte qui n'est pas théâtral et pas poétique, c'est l'évidence même, mais c'est une oralité qui est authentique ou naturelle, spontanée, par opposition à artificielle, à rechercher et à construite en fait. Une oralité qui est simple, voilà, ou spontanée, par opposition à travailler, comme dans un discours rhétorique. Surtout, et là vous ne pouvez qu'en convenir, je pense, après la lecture de tels exemples, une oralité qui est très brute, très pénible, qui est l'opposé même d'une oralité plaisante à l'oreille. Vous savez, les discours d'or, Jean à la bouche d'or, enfin ces choses-là, les orateurs. Une oralité qui est totale, c'est du début à la fin du texte que c'est comme ça. J'ai pris d'ailleurs des exemples un peu partout dans le texte, j'ai donné les références et vous verrez. Par opposition à des discours où, vous savez, c'est rédigé à la troisième personne et dans l'ensemble du propos, mais vous avez des séquences de dialogue, ça peut arriver ça. C'est une oralité scolaire qui consiste à enseigner une doctrine. Clairement, c'est un cours, en fait, par opposition à une discussion ouverte entre collègues, une oralité verticale, si vous voulez. Et donc, ma conclusion est la suivante, c'est qu'on a affaire au verbatim ou au quasi-verbatim d'une leçon d'un professeur qui nous est inconnu, mais très probablement pas Aristote lui-même, en raison de certaines particularités de fond et de forme. Une leçon d'un professeur sur l'éthique aristotélicienne, un cours, le premier cours sur l'éthique aristotélicienne qu'on ait conservé. Et donc, pour le dire en allemand, il s'agirait d'une Vorlesungsnachschrift et non pas d'un Vorlesungsmanuskript. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il s'agit d'un document écrit qui est postérieur à la performance orale. Le professeur parlait et quelqu'un l'a pris en note, un reportateur. Et donc a conservé ces traits d'oralité extrêmement bruts. Et donc il ne s'agit pas, à l'inverse, d'un document préparatoire à un cours. Il ne s'agit pas de notes de cours que le professeur aurait réalisées par avance pour avoir une idée de où allait son propos. Parce qu'à ce moment-là, ça serait beaucoup plus rédigé, en fait. Ça serait peut-être concis, mais ça serait beaucoup plus rédigé. Et pour le coup, ce dernier modèle, ça conviendrait beaucoup mieux aux deux autres éthiques d'Aristote, qui ont des traits de style extrêmement concis, voilà, et un peu obscurs, mais pas avec les scories qu'on a dans les Magna Moralia. Alors l'intérêt de ces résultats, parce que vous allez me dire, bien sûr, je sais que vous êtes bienveillant, mais vous allez me dire, oui, bon, monsieur Le Serre, vous avez prouvé que le texte était oral et pas écrit, mais qu'est-ce que ça peut nous faire? Ça ne sert à rien, bon, c'est juste une histoire de vecteur et au fond, on s'en fiche.
Mais en fait, ces résultats ont plusieurs intérêts. À mon avis, déjà, le principal, c'est d'éviter un certain nombre d'impasses de la recherche. Vous savez, pour déterminer l'authenticité des Magna Moralia, vous avez beaucoup d'auteurs qui disent « Ah, mais le style, il est différent ». Mais ce n'est pas le problème. En fait, si le texte est oral, un texte oral, en fait, ne fait pas de style. La notion même d'un style oral est très difficile à envisager. Il faudrait vraiment qu'on ait quelqu'un qui cherche à bien parler. Et de toute évidence, l'auteur ne cherche absolument pas à bien parler. Il s'exprime simplement de façon naturelle. Du coup, vous ne pouvez pas d'un côté avoir les Magna Moralia, de l'autre les deux autres éthiques, et dire d'un côté c'est très mal écrit, de l'autre c'est pas trop mal composé. Et donc ça ne peut pas être le même auteur. De ce point de vue-là, mes résultats laisse ouverte une attribution à Aristote, en réalité, parce que nous ne savons pas comment Aristote parlait. Peut-être qu'il parlait comme ça. Mais voilà, sur d'autres critères, je tends à penser que ça n'est pas d'Aristote. On ne peut pas parler très difficilement de stratégie argumentative. J'ai trouvé également le mot de pédanterie à plusieurs reprises dans la bibliographie, parce que c'est très précis, très pointilleux, très tatillon. Voilà, il va dire plusieurs fois la même chose. Mais ce n'est pas de la pédanterie, c'est juste une manière de tenter de ressaisir à chaque fois son discours en le précisant, en le surprécisant, en enfonçant le clou. Et voilà, pour la même raison, la référence au modèle de la diatribe me semble totalement déplacée. Ça pourrait permettre d'ouvrir à nouveau frais cette très difficile controverse des trois éthiques. Quel est le rapport des trois éthiques ? Comment se rapportent-elles l'une à l'autre, les unes aux autres? Et puisque là, du coup, le résultat serait que les Magna Moralia sont d'un statut vraiment différent des deux autres éthiques et d'un professeur qui ne serait pas Aristote. Donc en fait, ça serait un ajout inauthentique au corpus aristotélicien. Également repenser l'histoire de l'enseignement philosophique antique, puisqu'on aurait pas tout à fait la seule, mais une des principales occurrences d'un cours de philosophie antique. Je ne dis pas tout à fait la seule, parce qu'à la fin de l'Antiquité, vous avez ce qu'on appelle les apophones, les textes pris de la voix de quelqu'un, c'est-à-dire en fait tirés de l'enseignement oral de quelqu'un, comme l'a montré Marcel Richard. Des textes comme ceux d'Ammonius, par exemple, le professeur néoplatonicien. Mais en fait, ces textes comportent quelques traces d'oralité, comme le fait de reprendre son discours après une incise, mais ils sont beaucoup plus rédigés, parce qu'en fait, il y a eu des éditeurs qui sont passés par là, comme Jean Philopon. Mais ça n'a pas été le cas pour les Magna Moralia, de toute évidence. Et enfin, pour l'édition du texte, d'un point de vue philologique, intervenir moins que d'habitude, parce que si vous avez accès à faire un texte écrit, vous allez plus facilement le corriger parce que vous vous attendez à ce que l'auteur s'exprime correctement et n'écrive pas n'importe quoi, ne fasse pas des phrases agrammaticales. Mais si c'est un discours oral, bien sûr, un texte oral au sens que j'ai dit, mais il faut être beaucoup plus tolérant vis-à-vis des particularités de langue. Et vous constaterez par exemple que dans l'édition de référence chez Teubner, qui date d'il y a un siècle maintenant, de Suzemil, plus d'un siècle, très souvent le texte est corrigé de façon un peu intempestive et il faut rétablir cela. Et accorder également un soin tout particulier à la ponctuation. Et oui, enfin, voilà, pour les linguistes se plaignent souvent dans les études que j'ai pu consulter sur l'oralité de l'absence de textes oraux bruts, parce que les textes oraux, donc on en a beaucoup en fait, mais très souvent c'est de l'oralité travaillée, apprêtée, littéraire en fait, de l'oralité un peu écrite si j'ose dire. Mais là on aurait un document oral brut qui serait d'autant plus précieux pour les recherches des linguistes. Voilà, je termine ici et je vous remercie pour votre attention.